Bon, démarrons par le PSG, qui est le premier à rentrer en scène demain soir, donc à Leverkusen. Jean-Louis y sera, évidemment. Oui, de temps en temps, il bosse un peu quand même. Leverkusen, c'est moins exotique que l'Islande. Avion et tout. Bien sûr, Paris-Düsseldorf demain, puis un peu de trajet en voiture, et voilà. Leverkusen, l'usine Bayer, etc. Visite de l'usine? Non. Tu ramènes pas des bégons jaunes et bégons verts quand tu es allé là-bas? C'est eux qui font ça? Bayer, c'était beaucoup de médicaments. Bégons jaunes, c'est pour ceux qui rampent ou ceux qui volent? Bégons jaunes, ceux qui volent, et verts, c'est les rampants. Verts, c'est les rampants. Oui, c'était les laboratoires Bayer qui faisaient les insecticides bégons. Oui, c'est ça. Là, je ramène un peu quand même. Je suis pas dans la conversation, malheureusement. Bégons verts, bégons jaunes, c'était trop jeune. Insecticides, bégons jaunes, bégons verts, tu sais pas ce que c'est? Je connais pas la pub. Non. Mais je suis désolé. Alors, Paul Vixi va te retrouver ça, t'inquiète. J'allais dire que c'est une question de génération, mais vous allez mal le prendre. Bégons verts. Ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Alors contre les il y a bégon jaune et contre les il y a bégon vert. Bégon jaune, bégon vert, entre gris. Et c'était Bayer. Incroyable. Et c'est Bayer qui fait ça. Bayer, savez quand même que c'est une industrie de produits chimiques, médicaments, et ils font également ça. D'accord. Bégon jaune, tu vas sur place, ça n'existe plus. Ramène quelque chose. Franchement, je sais pas. Bégon au supermarché, ça existe. Bégon jaune, bégon vert, bien sûr que ça existe encore. Question. Mais bien sûr que ça existe encore. Bien sûr. Apparemment, ils ont vendu, le DJB qui a mené son enquête, ils ont vendu ça à Johnson, autre grosse marque de... Bégon, la marque Bégon a été vendue. Ils ont dû vendre cher. Bayer, ils font toujours ce genre de trucs. Belle affaire, la vente, à mon avis. Ouais. Tu peux revenir avec des souvenirs de Leverkusen. Bon, compo probable. Compo du PSG, bien sûr. Alors, les infos, c'est que Marquinhos et Dembélé sont de retour et qu'il manque toujours Ruiz et Neves, qui, eux, sont restés à l'écart aujourd'hui. Donc, demain, a priori, donc Chevalier dans les buts, évidemment. Retour des tauliers en défense. Donc, Hakimi, Marquinhos ou Zabarni. On ne sait pas si Marquinhos va démarrer. Pacho, Mendes. Voilà, donc rien à voir avec la défense de vendredi. On va y revenir avec Jean-Louis dans quelques minutes. Au milieu, Zaïre Emery, Vitinha et Doué. Et devant, Kvaratskhelia, Mayoulou, Barcola. Alors, c'est présenté comme ça par Arthur Perrault. Alors, je ne sais pas si ça sous-entend. Oui, il nous met Mayoulou en pointe. Voilà, comme à Barcelone. Donc, pourquoi pas. Et Dembélé, donc, démarrerait sur le banc. Couteau suisse, Mayoulou. Bon. Où il a commencé la dernière fois. Voilà, alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'équipe de vendredi, où il y avait finalement que 2 joueurs titulaires qui étaient... C'était contre une équipe de seconde zone aussi. Si tu veux. Donc Doué et Chevalier étaient les seuls en fait de l'équipe A, on va dire. Là, on rechange donc le système Luis Enrique, le turnover Luis Enrique continue. Jean-Louis ne dévoile pas encore tout est. Ah, j'étais prêt, j'étais sur le qui-vive. À moins que tu veuilles le faire maintenant. Je suis à votre disposition, moi. Faut qu'il aille, il est chaud là. Allez, j'ai envie d'entendre là. Allez. Jingle Jean-Louis Tour. Il y a un match qui a été reporté et tout le monde fait comme ils peuvent. Oui, parce qu'en fait, finalement, cette compo, elle appelle ton avis. Non, mais d'abord, on rebondit sur ma faute de français, je crois. Oui, bon. Non, on rebondit pas. On rebondit pas. Elle est belle. Ça arrive. Oui, donc je disais, bien la sûr. compo, voilà, fait écho à ton avis, donc on te laisse détailler et puis on débattra ensuite. Oui, parce que j'arrive plus à comprendre Luis Enrique sur les rotations. Et en fait, je pense qu'il y a eu un raté en début de saison, que personne ne va avouer, mais je pense qu'il s'est un peu raté en début de saison et qu'ils essaient un peu de rattraper ça. En gros, si je schématise, là, il fait jouer, en début de saison, il a fait jouer les titulaires contre les petits, et là, il fait tourner contre les gros. Donc, je pense quand même que c'est un peu problématique. Début de saison, donc mois d'août, calendrier abordable, et donc là, très peu de turnover, à tel point que contre Angers, à la 2e journée, il y a 9 joueurs de champ qui étaient titulaires à la finale de Ligue des Champions et qui jouent. Donc on n'essaie pas de répartir les temps de jeu, etc. Ils sont disponibles, on les met. Même chose contre Toulouse quelques jours plus tard. Et là, sur les matchs de Ligue 1, les gros matchs de Ligue 1, donc à Lille ou contre Strasbourg, Luis Enrique fait tourner en plus des blessés qu'il y a déjà. Et contre Strasbourg, c'est même plus que faire tourner. C'est-à-dire que le résultat est devenu secondaire. Mais il l'a même avoué, Luis Enrique, après le match, en disant la gestion des temps de jeu, c'est notre priorité, etc. Et en fin de match, il ne lance même pas Vitinha ou Hakimi, qui avait joué le mardi en sélection, je pense que c'était ça la raison, mais il fait entrer que Mendes quelques minutes parce que Mayoulou a des crampes, mais je pense que sinon il ne serait pas rentré non plus. Et donc il y a un match à aller gagner à ce moment-là, des remplacements possibles, et il ne le fait pas. Donc on préfère préserver les joueurs plutôt que d'aller gagner le match. Pourquoi pas sur le long terme, ça peut s'entendre comme raisonnement, mais j'ai l'impression qu'en fait on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé de Vitinha
qui a débuté chacun des 9 premiers matchs sans exception, à Vitinha est même pas capable de rentrer 10 minutes en fin de match pour aller décider d'un match contre Strasbourg. Donc le constat, c'est ça. Je pense donc qu'il y a un virage pris par Luis Enrique par rapport au début de saison. Alors au club, tout le monde dit qu'il est très prudent, que tout le monde est archi prudent et que ça a toujours été le cas, mais que les joueurs ont toujours aussi poussé pour jouer. Donc il y a ce dosage-là à gérer. Mais je pense que maintenant, il va très peu écouter les joueurs, plus écouter les datas, les GPS, etc. Quitte donc, c'était la nouveauté, je trouve, contre Strasbourg, à faire passer le résultat au second plan. Il l'a même dit encore, Luis Enrique, en conférence de presse aujourd'hui, l'important, c'est d'avoir les joueurs à leur meilleur niveau à d'autres moments de la saison. Donc dans ce cas, s'il dit ça aujourd'hui, pourquoi en août, il a fait jouer tout le monde? C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Et je pense aussi qu'il y a un espèce de complexe de supériorité qui fait dire à Luis Enrique que même l'équipe B ou l'équipe C du PSG en Ligue 1 peut gagner contre les meilleures équipes, et je pense que ça c'est quand même une petite erreur. Faut pas prendre la Ligue 1 de haut. Je pense que Paris a quand même de la marge pour le titre, on pourra y revenir sur l'OM tout à l'heure, mais il faut respecter la Ligue 1 parce qu'à force les points sont laissés en route, et en plus tu donnes de la confiance aux autres qui peuvent se dire le titre c'est possible, etc., ce qui n'y avait pas forcément en début de saison. Alors, est-ce que vous comprenez qui veut réagir en premier? Est-ce que vous partagez le scepticisme, l'incompréhension de Jean-Louis? Pas vraiment. Moi, je partage le scepticisme sur une autre partie, c'est sur plutôt la façon dont il compose ses équipes avec ce turnover. Moi, c'est plutôt ça qui me paraît parfois problématique. C'est ce qu'il a dit aussi, Jean-Louis. Ouais, pas seulement. Non, c'est le turnover en général, c'est mettre des petits contre les gros contre les petits. Moi, je pense que ça, c'était au contraire très réfléchi et très pensé. D'abord, au début de saison, on l'avait dit, il a mis effectivement les gros à un moment donné. D'abord parce qu'il voulait certains leur faire reprendre du temps de jeu, les faire courir entre guillemets, et ensuite parce qu'il y avait la célébration, tu sais, il y avait pour l'un des deux matchs, il y avait ça c'est pas une bonne excuse, c'est pas une bonne raison. C'était la raison en tout cas. Ça compte énormément. Je réponds à tes interrogations. Pourquoi? Non, mais qu'est-ce qui empêche de mettre la moitié de ces joueurs-là sur le banc? Écoute, ils auraient été là pour la célébration aussi, et tu aurais mieux réparti les temps de jeu. En l'occurrence, c'était on met l'équipe qui a battu l'Inter sur le terrain en titulaire. Mais surtout, je pense que la réponse à ta question, elle est dans l'arrivée de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'au début de la saison, tu n'avais pas la Ligue des Champions. Donc il a profité de ça pour mettre effectivement plus de titulaires. À partir du moment où il y a effectivement les matchs, la proximité des matchs de Ligue des Champions, il prend son risque et il dit c'est maintenant que je vais faire tourner pour les préserver, y compris dans une même semaine, la preuve contre Strasbourg. Après, il aurait pu décider d'en mettre certains au frigo sur les premières semaines, en disant on a eu une prépa trop limitée, pendant 3 semaines vous allez vous faire la cerise aussi, et on verra plus tard. Je pense qu'entre les deux il y a eu la vague de blessés qui lui a fait changer son fusil d'épaule. Dans la fameuse répartition dont tu parles, la répartition pour lui justement, elle est que comme il savait qu'avec la Ligue des Champions il allait plus faire tourner en Ligue 1 à ce moment-là, il a fait jouer certains effectivement dès le début de la saison où il n'y avait pas encore la Ligue des Champions. C'est aussi une répartition d'un nombre de matchs. Évidemment il n'a pas deviné qu'il y aurait des blessés. La deuxième chose, c'est le vrai changement à mon avis effectivement, c'est qu'il ne se met plus de pression pour le record. Et la défaite contre l'OM, quelque part, règle aussi un problème, c'est l'invincibilité éventuelle, la grande série où tu peux aller au bout du championnat sans perdre, qui à mon avis, ça était un truc qui aurait pu l'intéresser. C'est réglé. Plus à mon avis dans sa tête, la volonté aussi de gagner le championnat avec 15 points d'avance. On va le gagner de toute façon. Même avec une marge moindre, mais la priorité, c'est effectivement, surtout quand on a des blessés, de privilégier la Ligue des Champions. Donc moi je ne suis pas très surpris par ce turnover. Je ne pense pas que ce soit un truc fait en panique en se disant je me suis trompé au début et maintenant je fais comme ça. Je pense que ça, au contraire, c'est une réflexion qui est peut-être pas bonne par rapport à ce que tu dis sur les adversaires, sur le fait de laisser entrevoir un espoir à Marseille, par exemple. En revanche, moi, ce que je trouve plus problématique, c'est sa gestion de ses compos d'équipe avec ce turnover. Par exemple, Doué, effectivement, qui n'est pas à son poste préférentiel, qui retrouve un poste pour lequel il y avait déjà eu un débat avec Luis Enrique. Le Mayoulou que tu mets à toutes les sauces. Il y a des postes préférentiels au PSG. Et la charnière centrale, par exemple, avec Beraldo, que quelque part tu mets, alors que tu as Pacho, effectivement, d'habitude il faisait 1 sur 2, là il ne l'aimait pas. Donc moi, c'est plus les compos, même avec des seconds couteaux, entre guillemets, qui m'inquiètent. C'est-à-dire qu'il y avait avant une forme de logique par rapport, une fois qu'il avait essayé un petit peu fait tous ses tests l'an dernier, il y avait une forme de logique dans les postes que je ne retrouve pas forcément. Et quand j'ai vu la compo contre Strasbourg, c'est plutôt ça qui m'a gêné, à la fois la charnière centrale à 100% et le positionnement de Doué, par exemple, qu'effectivement je n'ai pas compris. Et derrière, voilà, pour le reste, je pense qu'il prend son risque, c'est-à-dire laisser des points en route,
il l'a dit pour la première fois d'ailleurs, effectivement, dans la conf de presse, qu'il y avait une gestion des moments importants. Il ne le disait pas avant. On sera bon plus tard et on aura besoin de tous ces gars-là plus tard. Donc, moi, pas surpris par la rotation, parce qu'elle sera nécessaire. Mais en revanche, les compos d'équipe, là, me laissent un peu parfois, je veux dire, un petit peu surpris, quoi. Circonspect. Daniel. Écoutez, honnêtement, moi, je pense que ces débats, ils sont un peu inutiles. Pourquoi c'est inutile ? Parce que ce qui s'est passé depuis un an au club montre que, de toute façon, toutes ces réflexions autour de qui joue ou qui ne joue pas ont mené on menait le PSG dans une année 2025 absolument époustouflante. Donc tous les débats qu'on faisait il y a un an autour de toutes les incompréhensions qu'on avait, elles ont été réglées en janvier. Et il y en avait largement plus qu'aujourd'hui des incompréhensions, puisque même les joueurs ne comprenaient pas à ce moment-là. Et finalement, il a obtenu au final un full credit avec ce qui s'est passé en 2025, un full credit qui s'agrémente aujourd'hui d'objectifs et d'ambitions qui ont complètement été bouleversés. On est passé il y a un an à la Ligue des Champions, c'est pas du tout notre objectif, et même si on se fait sortir en poule, c'est pas si grave, à notre seul objectif dorénavant, c'est le back-to-back. La Ligue 1, c'est totalement secondaire. C'est secondaire pour le business, c'est secondaire sportivement. Tout le monde sait que les yeux fermés, le PSG peut gagner la Ligue 1 si tout le monde joue. Sauf que tout le monde ne peut pas jouer. Parce que tu ne peux pas tout faire en même temps. Surtout quand en 2025, tu n'as pas fait de turnover. Il y a eu 0 turnover entre janvier et juin. Il n'y en a pas eu. Il y a eu 14 joueurs qui ont tout fait. Jusqu'au trophée, pas le trophée, le machin, comment ça s'appelle ? Le truc où tu étais à Houdini, là. La Super Coupe d'Europe. Super Coupe d'Europe. Voilà. Jusque-là. C'était tout le temps les mêmes. Donc à un moment, tout ce qu'on... Et en même temps, il ne fallait pas être devin pour se dire que ça allait péter, qu'il allait avoir des blessés et qu'il faudrait de toute façon se passer un petit peu. Moi, j'ai l'impression que tout est pensé, tout est organisé, que tu le sais très bien que là, peut-être que demain... S'ils ne sont pas champions, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est pas grave. Je pense que le club s'en fout complètement. Ce qui sera en revanche... Je pense que justement, tu vas retrouver, comme tu as parlé de la deuxième partie de saison, tu vas retrouver les titulaires dans la deuxième partie de saison pour aller gagner le championnat. Évidemment. Donc c'est pas secondaire, c'est juste que la différence, comme tu as dit, c'est, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus sur les records, nombre de points, nombre de victoires. Je vais préciser par rapport à ta question, c'est s'il y avait le choix entre champion ou back-to-back, ils prennent le back-to-back. Ce genre de choix ne se propose pas réellement. Mais, et comme dit Flo, sur la deuxième partie de saison, donc on le sait que tout le monde sera là. Comme dirait le Premier ministre, ils prennent leurs risques. Mais ils l'ont vu de toute façon quand. Mais du coup, ils auraient dû commencer dès le mois d'août en fait, pour être cohérents. Moi, c'est juste ça que je dis. Mais ils l'ont pas vraiment fait en août. Mais ils y sont, en fait, il n'y a aucun risque. Daniel, il y a quand même un match. Il y a eu un match là, le 1er octobre à Barcelone qui a profondément marqué les esprits. Le message que tu as envoyé à l'Europe entière, il est phénoménal ce soir-là. Savoir que tu as fait 3-3 contre Strasbourg vendredi, ça nous intéresse nous parce qu'on a assisté à un super match. Mais partout en Europe et tout le monde s'en cague, personne ne sait ça. Et qu'il y avait un tel qui jouait là, un tel qui jouait là, un tel qui jouait là. Tout ça, quand l'année dernière, on assistait à cette façon de faire, à ce bricolage où ça collait pas à tel point que peu de gens comprenaient. Tu pouvais te poser ces questions. Aujourd'hui, quand il s'est passé ce qui s'est passé, tu dis ok, il est là avec la cellule performance, ils doivent regarder l'état de forme des uns des autres. Et le groupe adhère tellement. Le groupe est en adhésion totale. Les supporters sont en adhésion totale avec ce que fait le club. Les supporters, la défaite, ils le disent tous. La défaite à l'OM, ils s'en foutent. Le 3-3 contre Strasbourg, on s'en fout. Parce que de toute façon, tu peux toujours sortir l'excuse que tu n'avais pas les meilleurs. La Ligue des Champions, t'es à 6 points. Donc, grosso modo, à moins d'une épidémie de choléra, de toute façon, tu sors de la phase de poule. Donc, tu la poursuis ta compète au mois de février-mars. Donc, il n'y a aucun débat, en fait. Il n'y a aucun débat et aucune question parce que la réponse sera toujours le full credit. Tu es champion d'Europe, tu es la meilleure équipe du monde jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, si elle arrive, elle arrivera beaucoup plus tard. Elle ne va pas arriver maintenant.